Bien, tout le monde est à table, qui n'est pas ronde du reste, mais bon. Merci messieurs de votre présence, merci mesdames et messieurs d'être déjà là. On va parler de cybersécurité des bâtiments avec des spécialistes, vous voyez leur nom derrière nous. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des questions à poser, à nous interrompre, il n'y a pas de souci, on saura y répondre, je pense, et surtout rester sur notre traitement du sujet. Les bâtiments intelligents, s'ils sont intelligents, c'est qu'ils ont ils sont connectés, ils ont de la connectivité, de la connexion. S'ils sont connectés, ils ont de la connexion et plein de composants, de constituants, d'actionnaires et tout ce qu'on veut, d'IoT bien sûr. Ça veut dire qu'il y a peut-être des points d'entrée, des points de faiblesse par lesquels des personnes mal intentionnées pourraient rentrer. On va évidemment parler et illustrer nos propos par des cas concrets. Et donc tout ce qui va être là intéressant de se dire, outre de nommer et d'écrire les points faibles potentiels, ça va être surtout d'essayer de voir comment minimiser ces risques, comment se prémunir justement d'attaques et de problèmes qui peuvent être très graves au demeurant. Voilà. Alors on va faire un petit tour de réglage technique, parce qu'on a notre ami technicien qui est là. On fait un petit tour de réglage du son, de façon à ce que cette salle qui est très large soit audible et que tout le monde soit audible de cette salle. On va commencer par... il y a des personnes que je tutoie, les personnes que je vous vois. M'en veuillez pas, je vais essayer de faire vous à tout le monde. D'accord ? On va commencer par vous, maître Alexandre Dill, puisque vous êtes directement à côté de moi. Rapprochez un peu le micro, on fait un petit réglage, vous vous présentez pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous allez nous apporter à ce débat. Bonjour micro. Sûr. Ça marche, c'est bon ? Alors bonjour à tous, je suis Alexandre, avocat, je dirige le cabinet qui s'appelle Lewin, qui est spécialisé dans la tech. On est tous tech avant tout et puis juriste accessoirement. Je suis là parce que Philippe m'a invité. C'est une bonne raison. Surtout parce qu'on a une expérience dans le smart building avec une 10-15 clients là-dedans sur la couche soft, IoT et même infra d'ailleurs. Donc on a un petit retour d'expérience à partager avec vous sur en gros presque 15 ans maintenant, mine de rien. C'est pas nouveau comme sujet en fait. Merci. Donc les micros sont bons, vous l'entendez ? Formidable. Sinon tu fais des signes. Hein. Oui, félicitations, pardon. Merci. Alors, il y a un micro à partager. Je vous laisse vous présenter. Oui. Bonjour. Oui, ça a l'air de marcher. Ouais. Donc, moi, je suis Michael Vinglas. Je suis le secrétaire général de SPAC Alliance. SPAC Alliance, en deux mots, c'est une alliance européenne qui fédère, qui regroupe tous les acteurs de la sécurité physique et logique. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est déjà parce que j'ai été invité par la SBA. Smart Building Alliance. Et pourquoi ? Parce que je suis, on va dire, je vais vous présenter la brique réellement sécurité, alors cyber un petit peu, mais surtout physique, dont on parle pas encore trop, mais de plus en plus, au sein justement de l'univers du Smart Building. Formidable. Eh bien, on va continuer avec vous, Gwendal. Bonjour, Gwendal Azouz. Donc moi, j'appartiens à Wallix, qui est un acteur européen leader dans tout ce qui est accès privilège. Donc comment sécuriser les accès distants, puisqu'on verra que le bâtiment est complexe et qu'il y a plusieurs types de réseaux et d'entrées possibles. Et donc je suis là parce qu'on a été aussi invité par la SBA et pour compléter finalement la partie couche basse avec ces sécurités au niveau applicatif et surtout équipements qui sont là pour gérer et l'IT et l'OT. Merci. Alain Kergoat. Bonjour. Donc, rapprochez un petit peu le micro physiquement. Bonjour. Vous êtes un petit peu loin de... C'est bon ? Ouais. Vous m'entendez ? Bonjour. Mon nom est Alain Kergoat. Voilà, super. Je suis le cofondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Urban Practice, qui est spécialisé dans le domaine du smart building et de la smart city. Et je suis là aujourd'hui parce que j'ai beaucoup contribué, largement participé aux travaux de la SBA depuis de nombreuses années pour vous témoigner donc des outils que la SBA a mis à disposition de l'écosystème pour, en particulier, traiter ce sujet de la cybersécurité. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Absolument. On termine avec Patricio.
Oui, bonjour à tous, Patricio Piazentin. Donc là, je viens en tant que membre du groupe de réflexion IoT et plus particulièrement du groupe de travail CT2 sur la cybersécurité des objets connectés. Mon profil vient d'une société de semi-conducteurs dans le domaine de l'IoT où on a implémenté de la sécurité vraiment au sein même des objets, au sein même du semi-conducteur pour rendre des capteurs les plus sécurisables. Merci beaucoup. Alors, on va opérer de la façon suivante. On va d'abord se faire un petit peu peur, parler de dystopie, voir quels sont les risques. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé si vous avez des cas, évidemment, de problématiques cyber, en parler un petit peu. On se fera encore plus peur avec les problématiques réglementaires et légales autour de la cyber avec Alexandre. Et puis ensuite, on reconstruira, si je puis dire, des pistes de solutions, des mesures, des points de vigilance, etc. Ça vous va? On commence comme ça, on se fait un petit peu peur. Qui veut me dire quels sont les incidents que l'on connaît aujourd'hui ou qu'on rencontre par rapport au smart building en matière de cyber et quelles conséquences ces incidents ont eu ou pourraient avoir, hein? Alors, le premier qui prend la parole, il la garde. Allez-y, Michael. Je vais me lancer du coup. Alors je commence parce que justement moi je vais commencer par le début, c'est-à-dire les accès au bâtiment. C'est-à-dire on n'est même pas encore rentré au niveau du bâtiment, on est dehors. Et la cybersécurité d'un smart building et d'un building commence par les accès. On sait tous que voilà, ces derniers temps, cybersécurité, on entend parler tous les jours aux infos. Donc je vais pas revenir dessus, on sait qu'il y a des attaques pratiquement tous les jours, toutes les semaines. Ça c'est une tendance réelle. Par contre, il y a une autre tendance dont on entend un peu moins parler et pourtant qui est tout à fait réelle aussi, c'est la diversification du type d'attaque cyber, avec notamment ce qu'on appelle les attaques hybrides. Alors je sais pas si vous connaissez déjà ce type ce type d'attaque. C'est tout simplement de réaliser en amont une attaque physique, c'est-à-dire d'entrer physiquement dans le bâtiment, pour ensuite réaliser plus facilement une attaque cyber et cibler justement l'infra IT du bâtiment. Donc ça, c'est un problème pour tous les bâtiments et encore plus pour les bâtiments dits connectés, donc pour tout ce qui est smart building. Aujourd'hui, on peut pas dissocier le physique, la sécurité physique de la sécurité cyber. C'est impossible. Et même la directive NIS 2, c'est la première fois qu'une directive européenne intègre le niveau physique, donc la dimension sécurité physique, au sein de la sécurité cyber. Ces deux notions, elles sont indissociables pour la simple et bonne raison que on peut avoir les protections de cybersécurité au sein du bâtiment les plus fortes, le meilleur pare-feu, les meilleurs antivirus. Si la porte derrière elle reste ouverte, ça sert strictement à rien. Donc le postulat, c'est de dire la sécurité physique doit avancer de pair avec la sécurité cyber. C'est réellement le postulat de l'Alliance SPAC. Ok, je vais demander peut-être à Alain Kergoat, vous n'avez aucune obligation de donner des cas confidentiels si vous en avez en tête, mais quels sont aujourd'hui les angles d'attaque en dehors des aspects physiques? Ça me fait penser à Ocean Eleven. C'est vrai que les méchants, ils arrivent d'abord dans le bâtiment, puis après, ils vont se pluguer sur les réseaux comme des vilains. Mais bon, qu'est-ce que vous avez comme autre type d'attaque aujourd'hui typiquement lié à l'aspect smart buildings, en fait? Le problème, c'est que la cybersécurité, c'est systémique. Donc les angles, ils sont multipolaires. Ils peuvent venir des IoT, ils peuvent venir des systèmes de régulation du bâtiment, des systèmes techniques du bâtiment, ils peuvent venir des réseaux où circulent les informations, ils peuvent venir des logiciels métiers ou d'utilisateurs, ils peuvent venir de partout. Après, je ne veux pas faire du catastrophisme. Dans le livre blanc Cyberbuilding, on cite des exemples. Alors, ils sont particulièrement, je dirais, les conséquences, elles peuvent être à minima de l'ordre du désagrément, inconfort, etc., en passant par des pertes d'exploitation liées à l'indisponibilité d'un bâtiment, jusqu'à des conséquences catastrophiques sur la vie humaine, sur un dérapage incontrôlé. Il y a des exemples qui sont cités dans le livre blanc. Bon, ils sont d'autant plus dramatiques qu'ils s'appliquent à un bâtiment hospitalier.
avec une perte de contrôle, avec l'injection d'éléments pathogènes dans les CTA non contrôlés, etc. L'idée, c'est pas de faire flipper tout le monde, c'est plutôt de se concentrer sur comment on peut faire pour... Bien sûr, j'ai promis qu'on le faisait bientôt, mais c'est juste histoire de se mettre dans l'ambiance. Peut-être Gwendal ou Patricio là-dessus. On demandera à Alexandre aussi, il y a peut-être un cas ou deux. De mon côté, je donnerais plutôt une anecdote. Si vous voulez braquer un casino à Las Vegas, autant passer par la sonde de température de l'aquarium qui est dans le lobby. Ouais, c'est ça. Oui, très bien. Gwendal, non Eh ben, bon, effectivement, je pense que ces exemples, on les connaît tous. Et il y a eu tout récemment à Las Vegas, effectivement, cette attaque. Des cas qui ont été dramatiques. L'hôpital de Düsseldorf en 2020 où une personne est décédée puisque l'hôpital était en incapacité d'opérer et il a fallu transférer une personne qui devait être immédiatement opérée et malheureusement elle est morte sur le trajet en étant redirigée vers un autre hôpital. On a aussi des cas qui sont moins dramatiques, mais qui sont compliqués d'un point de vue confidentialité. C'est le cas de Target aux États-Unis, par exemple, où plus de 40 millions de personnes avaient eu leur code de carte bancaire piraté, puisque des hackers étaient rentrés dans le système de Target, qui est un grand distributeur aux États-Unis. Bref, aujourd'hui, effectivement, on le voit, on a différents moyens d'entrée. Le bâtiment, et c'est sa problématique, c'est qu'il a un peu tous les réseaux, et au-delà des réseaux aussi des personnes. Donc c'est effectivement là où il faut pouvoir fédérer une cybersécurité, parce qu'on voit que les effets peuvent être vraiment compliqués, et on les a de plus en plus aujourd'hui, de plus en plus présents. Ouais, merci. Alexandre, éventuellement un exemple ou deux? Bon, deux exemples, non. Il y a un épisode d'X-Files qui en parle, c'est très intéressant. Mais non, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, les Latins, on est les rois du monde pour dire ça n'arrivera jamais, ça arrive aux autres. Voilà, ça n'existe pas, on sera jamais confiné, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du temps, depuis 10-15 ans, je trouve que nous, Latins, on apprend quand même un peu du passé, on se rend compte que finalement, ça peut exister, ça peut arriver, pas que chez les autres, chez nous aussi. Et ça commence à rentrer dans les consciences. C'est assez nouveau. Il y a 15 ans, je me faisais traiter de complotiste quand je parlais des risques qu'on vient d'évoquer. Aujourd'hui, on peut en parler face à tout le monde sans avoir honte. C'est une vraie évolution, franchement. Alors, on a entendu une première chose de votre part, je crois, Alain, c'est l'hétérogénéité de ce qu'il y a dans un bâtiment est un point faible manifeste vu de l'attaque, enfin, si je puis dire, vu des hackers. C'est un point. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut y changer? Est-ce qu'on peut y changer quelque chose? Et comment? Parce que effectivement, je vois que vous parliez de la SBA qui instaure ou installe l'image d'un système de sécurité bâtimentaire, c'est-à-dire qui englobe finalement un petit peu tout ce qu'il y a de l'OT à l'IT en passant par les IoT, mais ça n'en fait toujours pas quelque chose de compact et donc d'étanche d'une certaine manière. Je vais vous répondre de manière mesurée. Alors, oui, on peut y changer quelque chose, ça c'est la bonne nouvelle. Non, on peut pas garantir un bâtiment 100% sûr. Enfin voilà, donc il faut mesurer le niveau de sûreté qu'on veut atteindre dans un bâtiment. Voilà. Mais ça c'est vrai pour tous les systèmes informatiques aussi classiques. Oui, on peut y changer quelque chose parce que aujourd'hui la bonne nouvelle c'est qu'il existe des méthodes, des guides, des référentiels, des experts qui peuvent accompagner les projets et qui peuvent justement mettre en place à la fois les moyens techniques et les mesures organisationnelles pour fortement limiter les risques, pas les rendre nuls à zéro, mais les rendre tout à fait marginales et acceptables en fonction des objectifs recherchés. Et en effet, la SBA, de ce point de vue-là, a dès 2018, dans son cadre de référence R2S, pour les bâtiments connectés, intégré un tiers des critères de cadre de référence sont des critères qui sont directement liés à la cybersécurisation des infrastructures techniques du bâtiment physique, des réseaux de communication du bâtiment et des systèmes qui s'y connectent, des systèmes informatiques qui s'y connectent, des applications, et également, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi important, l'ensemble des mesures organisationnelles de gestion et de prévention des risques qu'il faut mettre en place pour traiter ce sujet-là. Donc ça, c'était le cadre de référence R2S. Ça fait maintenant 5 ans qu'il existe. Il est maintenant dans sa deuxième version. Ça a été encore peaufiné. Et puis, il y a un an et demi, l'ASB a réuni un groupe d'experts
pour aller encore un peu plus loin et écrire un livre blanc sur le cyberbuilding qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site de la SBA et qui élargit la réflexion en intégrant des experts de tout horizon, donc je dirais de l'IoT au système d'information, en passant par les utilisateurs. Et ce livre blanc, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il permet d'aller encore plus loin sur l'approche. On va reparler de ce livre blanc. Je vous invite à aller le regarder. J'avais l'idée, je me suis dit, tiens, si on demandait à l'SBA de nous filer le livre blanc sur des clés USB, je me suis fait tacler. À juste titre, si je commence à donner des clés USB, ça y est, la cybersécurité pourrait être corrompue. Vous imaginez? Donc, il est sur le site en téléchargement, on en reparlera tout à l'heure. Autre réflexion sur ces aspects, je veux dire, d'architecture, en quelque sorte, intrinsèques au bâtiment et aux faiblesses qui sont là, qui sont afférentes, en quelque sorte. Qui veut répondre? Une réflexion, Gwendal ou Michael? Alors, juste pour amener un petit peu plus de complément d'information à la précédente réponse. Donc oui, aujourd'hui, la problématique d'un bâtiment, c'est l'hétérogénéité des niveaux de sécurité au sein du bâtiment, que ce soit au niveau cyber d'ailleurs, comme au niveau physique. Et l'objectif, clairement, c'est d'arriver, alors déjà d'avoir les plus hauts niveaux de sécurité, c'est-à-dire un écosystème matériel doté des plus hauts niveaux de sécurité, ça va de soi, c'est une évidence, mais également que ces niveaux de sécurité au sein de l'écosystème, ils soient homogènes. Et ça, par contre, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, dans le sens où, tout le monde le sait, il y a une multitude de devices, une multitude de protocoles de communication, et qui n'ont pas tous le même niveau de transparence, le même niveau de sécurité, qui sont pas conçus tous dans le même cadre réglementaire d'ailleurs, ce qui est aussi un souci. Donc l'idée, c'est réellement d'arriver à un niveau homogène de sécurité, et pour ça, ça passe par, il y a pas 36 000 solutions, hein, ça passe par un standard. Il faut pouvoir avoir un standard souverain européen pour déjà mettre des barrières à l'entrée de l'Europe de technologies qui seraient extra-européennes et donc pas forcément, si peut-être moins sécurisées, disons-le, mais aussi moins transparentes, et de pouvoir justement avoir un standard qui puisse être interopérable. C'est l'objet c'est toute la problématique du. On essaiera de voir comment ce standard peut apparaître, sur quelle base. Alors, il existe déjà. Oui, il existe déjà, mais parce qu'on est parti de la sécurité. Voilà. Oui, c'est ça. Juste pour terminer sur les fragilités, je reviens après vers vous, Gwendal. Je voulais demander à Alexandre. On a parlé des fragilités structurelles. Quelles sont les fragilités juridiques qui sont derrière? Alors, notre législateur est pas si mauvais que ça. Hein. Faut arrêter de croire que c'est que des incompétents. Ils sont parfois pas trop mauvais. Les textes sont assez bien étudiés. En fait, pour une raison simple, le texte législatif renvoie vers des normes techniques qui renvoient à des gens comme l'ENISA, l'ANSSI en France, des gens comme ça, qui sont franchement des bons. Hein. Allez en Crète voir l'ENISA, vous allez voir, ils sont bons les gars. Hein. Et les textes sont certes génériques parce qu'ils sont technologiques, pas free mais neutres. Et ce qui fait qu'en réalité, quand on suit ces docs techniques, il n'y a pas trop de fragilité. C'est plutôt autre chose. C'est plutôt la perception que nous avons de cette mise en place. On se dit, ça coûte cher, ça fait chier, c'est long. Non, ça coûte pas cher, ça fait pas chier, c'est pas long. C'est pas vrai ça. Et ça, c'est un énorme problème que nous on a. C'est que moi, je prends toujours le marketing. Vous connaissez tous le marketing. Mettre en œuvre un document technique de l'ENISA, ça coûte 1%, 0,1%, 0,01% du marketing. Ça coûte que dalle en fait. Sauf que dans la tête des gens, c'est long, c'est saoulant, donc on le fait pas. Et c'est ça, la vraie faille, elle est là en fait. Il y a une énorme marche mentale en fait à franchir. Gwendal, je vous redonne la parole. Merci Alexandre. Oui, je voulais ajouter, parce qu'on a parlé de l'hétérogénéité de tous ces protocoles qu'on va retrouver dans le bâtiment. Il y a aussi une grosse problématique qu'on a aujourd'hui dans le bâtiment, c'est qu'on a plusieurs métiers qui côtoient le même réseau. Et ça, c'est vraiment problématique parce que finalement, ils se parlent pas assez. On a la personne qui va gérer la GTB, la personne qui va gérer la CVC, tout ce qui va être chauffage, ventilation. L'ascensoriste. L'ascensoriste, exactement. Et donc finalement, chacun met sa solution sur un réseau qui est en règle générale commun.
et finalement l'ouvre aux équipementiers pour de la maintenance, pour des mises à jour. Et là, on se retrouve finalement avec des failles qui sont ouvertes par des personnes qui mettent en place des VPN incontrôlables. Et on se rend compte qu'un des points importants aujourd'hui, et d'ailleurs les exemples que je donnais comme l'hôpital de Düsseldorf, celui de Corbeil-Essonnes, Target, ce sont à chaque fois des accès prestataires qui sont hackés et qui permettent d'entrer finalement dans le bâtiment et par rebond de complètement rendre les systèmes IT et opérationnels complètement hors service. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un point important qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut centraliser ces différents métiers, les unifier autour d'une même solution, une solution globale de sécurité, qui va leur permettre d'être, avec un point central, l'entrée incontournable pour pouvoir entrer dans le bâtiment. Et là, à partir de là, justement, les outils existent aujourd'hui, on appelle ça des bastions, ce sont des points d'entrée uniques qui permettent de contrôler l'identité avec l'authentification forte qu'on connaît tous, le multi-factor authentification, quand on a sur la banque et on reçoit un SMS ou qu'on met son empreinte. Puis ensuite, on va regarder les droits qu'ont ces personnes pour leur autoriser l'accès ou pas à certaines machines, certaines parties du bâtiment. Et on va tracer ces sessions, parce que ça aussi, d'un point de vue réglementaire aujourd'hui, ça devient indispensable de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir revenir en arrière si besoin, pour pouvoir analyser rapidement et revenir à une situation stable le plus rapidement possible. Donc voilà, je pense que au-delà des réseaux, il y a aussi savoir fédérer les métiers. Le bâtiment est compliqué, ce n'est pas simplement de l'IT, ce ne sont pas simplement des réseaux, ce sont aussi des métiers. Et ces bastions, si je vous entends, ça va supposer qu'il y ait des personnes pour les opérer, pour les maintenir et pour les piloter. Donc que chaque bâtiment, d'une certaine manière, ait un DSSI, on va le dire comme ça, pour aller vite, ou opérer, ou en intra, pour gérer ces bastions-là. Donc ça suppose aussi de la ressource humaine savante, si je puis dire. Exactement, et c'est ce qui est compliqué aujourd'hui, effectivement, à mettre en œuvre, parce que ces métiers, donc on appelle ça plutôt des réseaux OT, opérationnel technologie, donc ces métiers opérationnels parlent peu encore avec la DSI, parce qu'ils sont assez autonomes. Un métier d'ascensoriste, il connaît son métier, il sait comment le faire, et l'équipementier, lui, va mettre la connexion pour pouvoir s'y connecter. Mais on fait pas le lien au départ avec justement la DSI, le RSSI, alors que c'est vraiment important d'avoir une personne qui puisse fédérer et globaliser cette sécurité. Oui, Alain. Oui, je vais dire une chose simple. On ne fait ni smart building, ni encore moins de smart building cybersecure sans revoir l'organisation générale du bâtiment. Oui, c'est ça. Ça, c'est un phénomène. Le smart et le cyber, c'est pas une somme d'objets smart ou une somme de mesures sécuritaires. C'est un ensemble cohérent et centralisé, effectivement, de mesures orchestrées, organisées. Ouais. Et là où ça pêche, parce que les technologies, les mesures, elles existent, c'est dans l'organisation et la mise en œuvre. On peut pas faire ni de smart ni de cyber en faisant du business as usual comme on le fait malheureusement trop souvent dans le secteur du bâtiment. Tout à fait. Patricio, là-dessus, on rajoute des couches d'IoT. Est-ce que ça contribue à affaiblir la structure générale d'un point de vue cyber ou pas? Ou est-ce que ça amène une nouvelle culture, d'une certaine manière, cyber? Alors justement, en fait, au fur et à mesure qu'on va rajouter des objets connectés, le fait de dire je vais mettre un objet connecté, encore faut-il que cet objet connecté ne soit pas le talon d'Achille par où on va rentrer dans le système d'information. Donc effectivement, rajouter un objet peut être un point d'entrée pour des hackers. Ça, c'est la première chose. Mais ces objets connectés, quelque part, on commence à avoir des normalisations qui arrivent, et notamment avec l'EN 303-645. Puis après, il y a quand même l'Europe avec le Cyber Resilience Act, le CRA, donc ce nouveau règlement européen. Donc la cybersécurité, à l'instant présent, elle est encore trop souvent ignorée au niveau du bâtiment, malheureusement. Avoir un objet connecté secure ne suffira pas, mais une chose est sûre, c'est que si l'objet connecté n'est pas secure, on a un trou dans la raquette. Et en fait, une des difficultés, ça va être déjà de comment, avec du bon sens, comprendre ces normes. Qu'est-ce que ça signifie? Et vous allez voir que dans les langages que l'on a, puisque certains d'entre nous viennent du monde plus de l'IT, d'autres du contrôle d'accès, ou comme moi plus du côté des objets, vous allez voir que finalement, il y a beaucoup de concepts qui sont semblables, mais pour l'instant, les mots que l'on va mettre ne sont pas exactement les mêmes. Mais in fine, on a besoin de quoi? Lorsqu'on va prendre un objet, on a besoin premièrement de pouvoir l'authentifier. Est-ce que cet objet déjà a été fait par le fabricant
par un Schneider, par un Odon, Est-ce que c'est bien lui qui a fabriqué cet objet? Est-ce que cet objet, c'est bien lui qui est en train de discuter avec mon système d'exploitation? Donc, cette partie authentification, avec tous les mécanismes après de sécurité pour pouvoir authentifier, à la fin, le principe de Kirchhoff dit que la partie sécurité va dépendre d'une chose. Il va y avoir de la crypto, bien évidemment. Il va y avoir potentiellement des certificats. Mais tout ça, ça va dépendre d'une chose. C'est comme à la maison. On a une clé. Tout dépend où on va mettre cette clé. Si cette clé, on la met dans un objet sécurisé, si cette clé, on la met dans un coffre-fort, alors on va rendre la vie des hackers difficile. Si cette clé, on y a accès, comme dans notre maison, on peut avoir la meilleure porte blindée. Si la clé est sous le paillasson, on va pouvoir rentrer. Donc en fait, un des cheminements pour nous tous, ça va être de dire, à chaque fois qu'on a des objets, ou si on part au niveau du cloud ou du contrôle d'accès, c'est comment authentifier et où est mise cette clé qui va permettre d'authentifier. Merci. Avant de foncer sur les solutions, j'ai une question pour notre ami avocat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, cher Alexandre, que les exploitants de bâtiments aujourd'hui sont quelque part hors la loi, potentiellement hors la loi? S'il y a un incident, s'il y a quelque chose qui se passe, est-ce qu'ils ont tout fait sur le plan légal et peut-être technique pour se protéger et être dans la loi? Ou est-ce qu'au contraire, par ignorance ou par flemme ou par ce que vous voulez, ils se sont mis d'eux-mêmes hors des textes? Alors, d'une part, déjà, il y a très souvent une dichotomie entre le propriétaire et l'exploitant du bâtiment. Oui. Donc ça se règle par contrat, pour être très clair. Alors, pour ce qui est de celui qui a conçu et qui exploite dès le début, imaginons que ça soit le même, effectivement, l'illégalité, et donc, pour parler français, la responsabilité, c'est du pognon, la responsabilité, pour être très clair. La responsabilité, elle est dès lors qu'on n'est pas capable de démontrer avec des documents écrits qu'on a suivi les process des fameux documents techniques dont je parlais tout à l'heure. C'est ça en fait le truc. Et ça va même plus loin, je termine. En cas de faille de sécurité ou de défaillance, souvenez-vous que maintenant la loi nous dit que l'assurance ne rembourse pas. Donc c'est très important, hein. C'est pénal, civil, plus pas d'assurance. Ça coûte cher. Ouais. Oui, on va parler de l'assurance tout à l'heure. Effectivement, j'avais prévu de... Bon, voilà, au moins c'est clair, quoi. On sent bien l'enjeu. Alors comment on fait pour unifier tout ça, pour essayer d'avoir une image parce qu'on sent bien que d'un côté il y a des problèmes d'acculturation, il y a des problèmes de volonté, il y a des problèmes de moyens, de ressources. On parlait tout à l'heure de ce bastion, c'est encore de l'argent à mettre et peut-être des connaissances des sachants et des experts au-dessus de ça. Alors par quoi on commence? Et première question, j'ai un bâtiment en responsabilité, exploitant, propriétaire, machin, qui va m'auditer ma cyber? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une vision suffisante et globale pour me dire, voilà, l'état de votre cyber? Ou est-ce que j'attends qu'il y ait un accident et que mon assureur vienne me dire, je vous rembourse pas? Qui va faire ça? Il y a des foncières, donc des propriétaires de patrimoine immobilier qui ont déjà entamé cette démarche et qui demandent des audits de cybersécurité de leur bâtiment. Sur leurs propres bâtiments qui sont déjà en exploitation. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ça existe. Hein. Il y a des entreprises tout à fait qualifiées pour faire le job. C'est une question de... Et là les personnes qui sont là, admettons, ils cherchent quelqu'un pour leur faire un audit, ils vont où là? Ça coûte cher, c'est long, qu'est-ce qui va se passer? Je laisse les entreprises qui font ça répondre. Qui veut donner une petite information? Du côté de l'Alliance, comment ça se passe? Vous avez qui dit Alliance dit plein de prestataires. Oui, exactement. Donc, on m'entend? Oui. Oui. Donc, au niveau de l'Alliance, donc effectivement, on fédère des industriels, des institutions comme l'ANSSI, des BE justement. Donc, c'est beaucoup des BE. Hein, c'est leur travail de faire les bureaux d'études, de faire des audits de sécurité. Mais j'aimerais juste un petit peu reprendre un petit peu de hauteur en disant, ah voilà, ça va coûter cher. Au niveau légal, on va être impacté. De toute façon, à un moment donné, on n'aura plus le choix. Déjà, certains secteurs n'ont plus vraiment le choix. Et je ne vais pas parler de certains buildings connectés. Là, je vais parler de sites sensibles, dits sensibles. Et là, c'est les États membres qui vont définir que tel site
quel que soit son niveau de connectivité, tel site est sensible, donc doit élever son niveau de sécurité. Et évidemment, si ce building, en plus de ça, lié à son activité, possède énormément d'IoT, est un building connecté, eh ben, ça va être encore, entre guillemets, plus compliqué pour lui de se mettre à niveau, surtout s'il n'a pas fait les choses proprement dès le départ, en intégrant des périphériques qui sont secure by design. Donc, quand je dis de toute façon, on va être obligé, l'Europe aujourd'hui est en train de se structurer comme elle l'a jamais fait. Mais réellement, au niveau de la cyber, au niveau de la sécurité physique, là, il y a en décembre 2022, il y a la NIS 2 qui est sortie. C'est une directive européenne et qui va avoir un impact énorme sur le marché de la sécurité. Pour vous donner juste un exemple, aujourd'hui, bon, je ne sais pas si vous voyez tout ce qui est OIV, donc c'est les opérateurs d'importance vitaux, voilà, donc sont définis par la loi de programmation militaire et qui nécessitent des certifications de sécurité qui sont données par l'ANSSI, l'agence de sécurité française. C'est une niche encore hein, pour le moment. Avec la NIS 2, on va être x10. Voire x20 ou x30, et encore je suis peut-être gentil là. Donc ça va ouvrir le marché de la sécurité, clairement, mais ça va surtout obliger énormément d'acteurs, énormément de secteurs, donc les bâtiments, dont les cyberbuildings, à élever le niveau de sécurité. Ça ne veut pas dire forcément avoir des certifications, parce que là la transposition elle est en train d'être effectuée, donc c'est encore un peu flou, mais clairement ça va élever le niveau de sécurité. C'est une certitude. Sachant que ces grandes entreprises vitales, ces organismes, oui. par arborescence, vont mettre la pression sur leurs sous-traitants, leurs filiales, etc. Ça exactement. Surtout que, chose nouvelle, par rapport à la NIS 2, la NIS 2 intègre ce concept la notion de supply chain. C'est-à-dire que les prestataires, les sous-traitants d'entités importantes, essentielles ou critiques, qui, de par leur activité, pas forcément sensibles, le fait d'être sous-traitant d'une entité sensible va les amener à être une entité sensible aussi. C'est pour ça que ça va vraiment ça va être multiplié, ça va être exponentiel. Alexandre, un regard sur NIS 2, sur et les règlements qui vont nous tomber dessus, ou qui nous tombent déjà dessus. Oui, il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe sur les 2 ans qui arrivent à peu près, si on... Transposition de NIS 2, effectivement, il y a... Alors OIV, c'est d'ailleurs officiellement, on sait pas le chiffre d'ailleurs, c'est secret défense. Il y en a 18, voilà. Des OSE, il y en a 250. On va faire à peu près entre 1500 et 1800. Donc ça fait une belle truc. Effectivement, en théorie, il y a la théorie du ruissellement qui est que on doit par contrat imposer aux sous-traitants. Bon, alors. On va pas se mentir, contrat égale jury, juriste égale ça fait chier, donc il y a peu de chances que ça arrive quand même. Ouais, dans la vraie vie c'est ça. Donc on va quand même essayer nous juristes d'être là pour rappeler à nos clients que c'est quand même du pénal et on y revient et pas d'assurance. Pardon de toujours parler de ça, mais c'est important. Et le CRA arrive aussi. Globalement, tous les textes qui arrivent ont plusieurs points communs. C'est d'une part une responsabilité forte avec de manière non communiquée, pas d'assurance. Pardon de toujours parler de ça, mais à nouveau, pas d'assurance égale faillite à la clé. Deuxièmement, une sorte d'obligation systématique maintenant de faire une étude de risque préalable au lancement de n'importe quel projet, sanctionné pénalement si on l'a pas fait. Donc pénalement égale garde à vue, 48 heures. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait de la garde à vue. Non ? Oui, non. Je vous conseille, c'est très sympa à vivre. Imaginez, vous faites pas votre étude préalable de risque, vous avez pas le document, vous allez faire un petit tour. Très concrètement, je l'ai déjà vécu pour des clients. Avec une documentation obligatoire, un suivi de projet, au minimum une personne en charge du suivi de toute l'aspect cyber et respect de la réglementation, des audits quasi systématiques, et puis surtout, je termine, il y a de plus en plus d'écosystèmes, on connaît déjà banque et assurance, mais il va en avoir d'autres, dans lequel, si vous n'avez pas tous ces documents, si vous n'avez pas des rapports d'audit, etc., vous n'aurez même plus le droit de répondre aux appels d'offres. Donc en fait, ça sera du business en moins pour moi, très clair. On se retrouve tous avec le pistolet sur la tempe. Pour ajouter un petit peu de poids sur la barque qui est en train de couler là. Bon, on comprend que c'est déjà difficile sur le parc existant, mais bon, que c'est nécessaire mais difficile. Le pire, c'est que c'est pas traité sur les nouveaux bâtiments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez pas faire de smart et de cyber si vous mettez pas un lot cyber ou smart dans vos cahiers des charges avec des annexes cyber à tous les lots techniques associés. Or ça n'existe pas, il y en a pas. Voilà.
Donc, ce serait miraculeux qu'à la fin du processus, vous produisez un bâtiment conforme à l'ensemble des directives, parce que tout simplement, vous avez omis de le demander clairement dans un lot, d'attribuer la responsabilité à un des prestataires de réalisation, et vous avez omis d'attacher cette responsabilité à l'ensemble des entreprises qui vont contribuer à mettre des systèmes techniques dans le bâtiment. Voilà, donc ça n'existe pas sur le parc actuel, ça n'existera pas non plus sur le parc qui est en train d'être bâti, parce que cette pratique n'est pas encore mise en application. Gwendal, là-dessus, vous souhaitez intervenir ? Oui, effectivement, et c'est la remarque d'Alain est très juste. On en parle toujours au début du projet. Hein. La cybersécurité, c'est important, il va y avoir de la donnée. Et puis au final, le cahier des charges sort. On est surtout dans le bâtiment, les technologies qu'il faut mettre en place, et on oublie la cybersécurité. Il y a bien des étapes, hein. Effectivement, l'analyse de risque, c'est la première étape, vraiment importante et obligatoire. Puis ensuite, on va sécuriser la couche physique, la couche réseau. Puis ensuite, on va monter dans tout ce qui va être authentification, application. Et puis, on va avoir cette personne à la fin, cette dernière couche qui va être le garant, le gestionnaire de la cybersécurité, de tout ce qui aura été mis en place. Donc ça, aujourd'hui, c'est bien calé. Mais il y a un point aussi qui est important à souligner, c'est que cette cybersécurité peut fonctionner si on a l'adoption des utilisateurs. Donc si on met une cybersécurité qui est contraignante, qui complique le travail des prestataires, qui complique le travail des usagers pour pouvoir se connecter, accéder aux applications, aux équipements, finalement, on n'aura pas d'adoption et finalement, les gens, et c'est assez humain, contourneront tout ce qui aurait été mis en place. Donc, il faut aussi avoir en tête, au-delà du fait qu'il faut bien l'écrire, et ça, Alain, je pense que c'est important de le rappeler, écrire que la cybersécurité, c'est pas simplement dans les premières slides qu'il faut en parler, mais c'est aussi dans le cahier des charges et dans son déploiement. Et il faut avoir en tête cette adoption et donc cet accompagnement d'une cybersécurité le plus simple possible pour les utilisateurs et le plus complexe possible pour les hackers. Patricio, est sur le CRA. Alexandre faisait allusion au CRA, mais... Oui, je voulais peut-être juste rajouter quelque chose sur l'importance du travail d'équipe. L'importance du travail d'équipe. Il y a tout un ensemble de personnes qui ont de la compétence au niveau des objets. Que doit-on faire pour que le cahier des charges d'un objet qui va être potentiellement une sonde de température, un radar, que cet objet, on soit sûr qu'il soit sécurisé lorsqu'il va être mis en œuvre. Ça, cette conception, la sécurité dès la conception, on ne le voit pas dans le cahier des charges. Et comme on ne le voit pas dans le cahier des charges, mais finalement ceux qui font ces objets n'en parlent pas, et ainsi de suite. En revanche, quel serait maintenant l'avantage compétitif pour nous tous que dès l'objet, on mette des référentiels qui permettent de prouver que ces objets-là ont une valeur qui permettent de mettre en œuvre cette cybersécurité dès la conception. Après, c'est comme tout, on peut avoir un coffre-fort avec une clé et puis finalement laisser la clé sous le paillasson. Mais au moins, on sait déjà le quoi faire. Et si chacun dans nos domaines, on rapporte ses valeurs ajoutées, et c'est aussi un petit peu un début du griot et de la partie cybersécurité, c'est en fait de rassembler des connaissances, des compétences différentes pour que chacun puisse contribuer à expliquer comment il peut y avoir de bout en bout une sécurisation de l'ensemble. Mais ce travail de groupe est vraiment très très important. Les textes sont là, les impacts sont là, il faut former les gens et leur permettre, dès la conception, de mettre en œuvre. J'ai une idée en vous écoutant. Pour pas payer trop cher mon audit cybersécurité, si j'appelais mon assureur, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que c'est pas lui qui ferait le boulot à ma place? Non. Non, il faut pas ça. C'est très intéressant parce que c'est des discussions qu'on a en ce moment avec les assureurs. Alors, vous le savez tous, il y a Chubb qui arrive sur le marché européen de manière assez imposante et avec qui on essaie de parler pour savoir si justement ils veulent pas faire des pré-audits pour paramétrer la police d'assurance, donner des risques et tout. Ils sont pas encore dans ça. Mais en tout cas, les professionnels de la profession militent pour que les assurances acceptent de faire ça. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et les très gros assureurs traditionnels se sont retirés. Si j'ai bien compris, il y a trop de risques pour eux. Ils n'arrivent pas à gagner de l'argent là-dessus.
Faut-il s'en réjouir? Alors, on continue, mais j'essaie de me mettre un peu à votre place. Je me dis, bon, ok, mais par quoi je commence? Alors, comment j'essaie, même petitement, en méthode Kaizen, des petits pas, comment j'essaie d'améliorer un petit peu ces problématiques cyber? Par où je commence? Où sont les fuites les plus importantes? Où sont les risques les plus importants? C'est quoi mon driver? Qu'est-ce qui va m'amener à faire quelque chose demain pour essayer de me remettre un petit peu en ordre de bataille? Qui veut? Je me permets de commencer parce que il y a 4 experts de l'expertise. Et donc, moi qui ne suis pas un expert de l'expertise, je commencerai par cette étude de risque dont je parlais tout à l'heure. Parce que justement, vu que je fais pas votre métier, moi je trouve ça intéressant d'avoir une vision assez générale, assez fonctionnelle, assez risque. Et ma toute petite expérience me montre qu'on a justement des très bons retours du panorama des points à dresser. Et je dis ça en tant que non-expert. C'est pour ça que votre opinion est importante, à mon avis. Messieurs, vous avez la parole là-dessus. Pour répondre simplement, je dirais que je distinguerais d'abord le cas de bâtiments déjà en exploitation. Bon, là, il faut faire effectivement l'étude des risques et voir les stratégies de rémédiation qu'on est capable de mettre en œuvre. Des bâtiments, des nouveaux projets en réhabilitation, en construction, où là, la feuille est vierge au départ. Et la première chose à faire, c'est de poser les éléments de sa stratégie de cybersécurité dans un document transversal, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est systémique, la cybersécurité, en posant donc cette brique centrale. Et après, en s'assurant qu'on passe du mode incantatoire à un mode de réalisation. Juste un point là-dessus, le donneur d'ordre, quelque part, aujourd'hui, selon vous, met plus souvent des indications sur la cybersécurité qu'il ne le faisait avant, ou c'est encore très rare qu'on trouve il y en a qui le font clairement, il y en a qui ont pris conscience du problème. Dans un esprit, comme le décrivait Gwendal, de construction d'une architecture... vraiment et de surveillance, on parlait de son bastion là, dans cet esprit-là, ou bien bouchez-moi tel trou, bouchez-moi tel trou, bouchez-moi la vidéo, bouchez-moi la porte d'entrée et l'ascenseur. Non, il y en a qui ont pris conscience globalement du sujet. Après, c'est toujours difficile de changer les méthodes de travail d'un secteur complexe et d'aller jusqu'au bout de la démarche et de s'assurer qu'à l'ensemble des étapes et des gens qui interviennent, tout le monde respecte bien cette feuille de route générale. Donc je reviens sur ma question en votre nom, mesdames et messieurs. Par quoi je commence, bon sang de bois, pour essayer de me mettre sur le bon chemin? De mon côté, moi je commencerais déjà par dire, voilà, vous avez des capteurs. Est-ce que ces capteurs respectent l'EN 303-645? Bon, alors, et si c'est non, qu'est-ce que je fais? Je les change? Alors si c'est non, déjà on s'est posé la question, on s'est dit, tiens, comment ça se fait qu'on ne l'a pas mis dans le cahier des charges? Et puis, si c'est non, c'est quels sont les points dans lesquels il ne respecte pas le N303-645, par exemple. Je ne sais pas, on ne peut pas faire de mise à jour. Ok. On ne peut pas faire de mise à jour. Qu'est-ce que ça impacte de ne pas pouvoir faire de mise à jour sécurisée? Potentiellement, ça voudra dire que cet objet devra être dans un sous-réseau qui lui-même aura des firewalls vis-à-vis d'autres réseaux. Mais on le met pas, on peut pas utiliser un de ces objets-là pour le mettre dans le réseau global et qui pourrait être simplement un point d'entrée de hackers dans le réseau. On étanchéifie les objets qui sont pas eux-mêmes sécurisés. Mais donc c'est déjà de faire un audit de les objets que j'ai, comment ils se comportent au niveau de l'EN 303-145. Ça, c'est déjà quelque chose vu du côté des objets. Et je laisse mes collègues pour le reste. Ah oui, je pense qu'il y a plein de pistes. Moi, si je reprends la casquette SBA, oui. La première chose à faire, c'est sécuriser l'autoroute de circulation des données dans le bâtiment, c'est-à-dire le réseau fédérateur, le réseau SMART. On est dans le bâtiment sur des réseaux qui sont absolument pas sécurisés. Ils sont à des niveaux de sécurité qui sont antidéluviens. Et donc, ça, c'est de les remettre au niveau de bonnes pratiques des réseaux informatiques. Et déjà, on a commencé à traiter un bout du sujet. Donc ça, c'est quand même déjà un gros chantier, parce qu'on a Alain, c'est quand même un gros chantier déjà, ça à faire. C'est R2S, hein, c'est FR2S. Voilà, vous suivez les R2S, vous avez le mode d'emploi. Ouais. Oui, Gwendal. Du coup, je voulais ajouter, parce que on l'a dit, hein, cette étude préliminaire est importante, cette analyse de risque.
Et il y a effectivement les réseaux, faut savoir identifier quels sont ces réseaux de transport et donc il va falloir sécuriser. Et puis il va falloir mettre tout le monde autour de la table. De quoi avez-vous besoin? De quelle manière vous allez vous mettre en place dans ce bâtiment? Ou êtes-vous déjà en place? Parce qu'effectivement, on a le cas de figure où on a un bâtiment existant ou on a un nouveau bâtiment. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, il faut que tout le monde soit autour de la table et exprime ses besoins, parce que c'est là qu'on va pouvoir définir une sécurité globale et unifiée. Donc, dans cette analyse de risque, effectivement, l'identification des réseaux, l'identification des objets, l'identification des métiers est primordiale. Ouais. J'étais en train de me demander, en vous écoutant, si les nouveaux bâtiments, quelque part, comme ils sont plus digitaux, s'ils sont pas peut-être plus exposés, d'une certaine manière, aux attaques cybersécuritaires. Eh ben, bien sûr, je vous confirme. Bien sûr. Oui et non. Oui et non, parce que les anciens bâtiments ont des technologies qui n'ont pas été pensées cybersécurité. Pour la sécurité. Dans l'OTI, je parlais des réseaux opérationnels, l'ascenseur, la chaudière, ce sont des équipements généralement qui sont mis en place pour 20, 30 ans. Contrairement à l'IT où on est sur des équipements qui sont entre 3 et 5 ans et qui sont renouvelés en permanence. Et on a un gros problème aujourd'hui avec ces équipements opérationnels, c'est qu'ils ont des durées de vie qui sont très longues. Et donc ceux qui ont été mis en place il y a 10, 15, 20, 30 ans n'ont jamais été pensés cybersécurité. On ne pensait pas être dans le contexte qu'on a aujourd'hui. Donc les nouveaux bâtiments, on y pense tout de suite, et ils sont effectivement plus exposés parce que beaucoup plus ouverts, mais attention aux bâtiments déjà existants et ces équipements qui sont en place et qui sont très vulnérables. Ouais. Alors, Michael, par quoi on commence alors, et notamment sur le physique et le logique. Alors, je pense qu'on est déjà tous d'accord sur le fait que le préalable, c'est évidemment un audit, pré-audit, audit pour savoir là où ça pêche par rapport au site, par rapport au site. Par contre, je vais revenir sur pour moi, c'est mon expertise. Le préalable, encore une fois, c'est ce que j'ai dit au début, c'est vraiment de s'assurer que la sécurité au sein d'un site, au sein du bâtiment, elle est le plus homogène possible. Homogène à 100%, ça va être compliqué, clairement, mais qu'on ait les niveaux de sécurité les plus homogènes possibles. Et ça passe par, entre autres, pas que, mais entre autres, des protocoles qui soient interopérables et des protocoles qui possèdent les niveaux de sécurité les plus élevés. Alors, on s'est fédéré en alliance, l'alliance des acteurs de la sécurité, et on a regardé, on a fait qu'est-ce qui pourrait être interopérable. Il faut un standard de toute façon. Un standard haute sécurité, ça n'existait pas. Clairement, ça n'existait pas. Il existe des standards de protocoles de communication qui ne sont pas sécurisés, qui sont des standards, mais pas sécurisés. Il existe un protocole beaucoup plus sécurisé qui est un standard, mais américain, donc qui correspond à un cadre réglementaire qui s'appelle OSDP. Voilà, qui d'ailleurs s'est fait évaluer je crois que c'était en août, ils ont sorti, c'est un laboratoire américain qui aussi c'était le Black Hat, c'était à Las Vegas, donc c'est un colloque. Il s'est fait auditer, une solution intégrant ce protocole s'est fait auditer, donc c'était un laboratoire américain d'ailleurs qui l'a audité, et ils ont sorti 12 vulnérabilités dont 5 majeures. Voilà, bon. C'est donc peut-être pas apporter tout le monde, après il y a des gradations là-dedans. Voilà, ouais. Tout à fait. N'empêche que cette sécurité existe, et n'empêche qu'au niveau du cadre réglementaire français et européen, on va de toute façon vers les plus hauts niveaux de sécurité. C'est avec l'ANSSI, il sert de plus en plus la vis. Donc de toute façon, ce standard, déjà en plus d'être américain, souveraineté européenne, ça allait pas. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un standard. Donc on l'a pas créé. On a pris un protocole. Il fallait prendre un protocole et l'ouvrir. Et on n'a pas été chercher très loin parce qu'il y a un protocole qui a été certifié par l'ANSSI. C'était en 2013 et c'était le protocole SSCP pour Smart and Secure Communication Protocol, qui historiquement vient du contrôle d'accès, parce que le contrôle d'accès, ça fait partie des périphériques les plus sensibles. Oui, c'est l'ADN du truc, un peu. Et oui, puis c'est les périphériques qui sont les plus contrôlés, les plus certifiés. C'est ce qui est le plus sensible. Et là, on l'a ouvert du coup pour justement, avoir une homogénéité de la sécurité au niveau du contrôle d'accès, et pas que. Le but, c'est vraiment de pouvoir, c'est l'objectif. Je dis, c'est pas encore en place parce que faut laisser le temps au temps, mais c'est vraiment l'objectif. On est parti des plus hauts niveaux de sécurité pour faire un standard souverain, européen, souverain, et pouvoir justement être le plus interopérable possible avec tout l'écosystème IoT et de sécurité. D'accord. C'est vraiment l'objectif. Il y a quelque chose qui existe.
Maintenant, il va falloir prendre son bâton de pèlerin et aller faire du prosélytisme. C'est pour ça que je suis là. C'est ça, c'est pour ça que vous êtes là. Oui, vous souhaitez intervenir là. J'ai juste un conseil pratico-pratique. Par où faut commencer? Faut commencer par le livre blanc sur le cyberbuilding. C'est incroyable, j'ai failli vous lancer là-dessus. Il y a tout dedans. C'est 60 pages. Ça a été écrit par un panel vraiment d'experts, coordonné par un collègue de monsieur, Jean-Christophe Denis de Walix. Et il y a tout, les méthodes, l'organisation, les normes, l'IT, l'OT. Alors, moi, je l'ai regardé, je vous cache pas, je me suis dit, c'est comme quand je regarde dans un très bon restaurant, il y a 10 pages de menu, quoi. À la fin, j'ai plus faim quasiment quand j'arrive au bout. Vous voyez, je me suis dit, waouh, il faut faire tout ça dans ce truc. C'est l'entrée en matière. Après, il faut prendre un expert pour vous aider. J'ai une question de la salle. Excusez-moi, j'avais pas. Bonjour. En fait, je voudrais savoir comment vous envisagez du coup assurer la communication entre les différents corps de métier, vu que le problème de sécurité vient principalement de ces interventions-là. Ça, c'est la responsabilité du maître d'ouvrage. Il y a quand même quelqu'un au départ qui est responsable de l'ouvrage et donc de la coordination de l'ensemble des corps de métier. Et quel est le niveau de conscientisation de ces maîtres d'ouvrage par rapport aux Il y en a qui sont très conscients. D'accord. D'autres moins. Ouais, ben voilà. Il y a une autre question. En tout cas, c'est un très bon point. Et je pense que c'est, je le disais tout à l'heure, le début de cette étude. Et c'est très difficile. Et effectivement, il faut bien choisir son maître d'ouvrage pour fédérer les métiers et pouvoir répondre à cette problématique. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de risques de sécurité si on prend un bâtiment équipé de quelques capteurs, quelques actionneurs? Quel type d'attaque peuvent subir et avec quel mobile? Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ça pour commencer à réfléchir un peu à ces sujets? On a essayé d'en évoquer quelques-uns, mais vous étiez tellement pudique que du coup, vous voyez, la question vous revient en fin de débat. Non, mais il y a pas mal d'exemples, c'est vrai. On voit aujourd'hui, des attaques se font tous les jours. Moi, je pourrais juste reprendre ce qui s'est passé à Corbeil-Essonnes. C'est un bon exemple français. Et c'est un accès prestataire extérieur qui a été hacké. Donc ils ont pris le login password pour pouvoir rentrer par son VPN. Il avait un VPN pour pouvoir intervenir sur un serveur. Donc les hackers ont pris ces mots de passe, sont rentrés sur l'équipement qu'ils devaient maintenir. Je crois que c'était un scanner ou quelque chose comme ça. Et de là, je le disais, souvent on a un réseau unique dans le bâtiment. De là, les hackers ont commencé à rebondir sur toutes les machines pour remonter jusqu'au système d'information et bloquer complètement l'hôpital. Donc, un des exemples, et c'est pas que, là je parle vraiment de ces accès prestataires qui sont souvent attaqués. Quand on regarde, c'est très souvent par là que ça rentre. On a ce vol de mots de passe et à ce moment-là l'accès à l'ensemble des machines. Patricio, peut-être, il me semblait qu'il y avait des cas autour d'attaques par les lampes ou par les caméras, non? Là, si on regarde au niveau des lampes connectées, aux US, il y avait eu des drones qui étaient venus à côté d'immeubles qui avaient des lampes connectées. Et au travers de ces drones, ils ont fait des joins en disant « je veux rentrer dans ce réseau ». Ils sont rentrés dans le réseau. Ils ont inculqué un virus qui était de faire un ping, c'est-à-dire d'appeler une adresse IP bien particulière à un certain moment. Et donc, il y a eu des centaines de milliers d'attaques simultanées qui s'est traduit par ce qu'on appelle un denied of service, c'est-à-dire tout le monde a appelé le même site. Et le même site, à un certain moment, s'était écroulé tout simplement à cause de ça, quoi. Et au départ, quand on disait, il y a une lumière, il y a un interrupteur, mais qui va vouloir hacker cette lumière et cet interrupteur? Oui, on a le sentiment qu'il n'y a quasiment pas de risque, d'intérêt, en fait. Et c'est ça. Et c'est là l'astuce. Messieurs, il nous reste 2 minutes. J'ai juste... peut-être. Alors, 1 minute pour vous et 1 minute pour Alexandre. Voilà. Alors, très, très rapide, parce que j'ai un exemple qui montre tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Alors, c'était pas une vraie... Voilà, c'était pas une vraie attaque, c'était un pen test justement d'un BE sur un site dont je tairai le nom. Ils sont rentrés. Alors il y avait aucun cloisonnement cyber de base, donc c'est de base au niveau de l'hygiène informatique, il y avait rien. Il y avait aucun cloisonnement, c'est la base déjà. Et ils sont rentrés par un cloneur, c'est-à-dire ils ont cloné un badge. C'était du contrôle d'accès très peu sécurisé en 125, très facile à cloner. Ils sont rentrés.
et ils sont rentrés par la clim. C'est-à-dire qu'ils se sont branchés sur la clim qui était absolument pas sécurisée. Et de là, ils se sont retrouvés sur le serveur. Ils avaient accès à serveur d'accès, serveur caméra. Normalement, accès et caméra, c'est dissocié. Bon, là, les deux étaient ensemble, mais c'est surtout qu'ils n'ont rien à faire. Il ne doit pas y avoir de passerelle avec la clim. Voilà, c'est juste... on n'a pas conscience forcément de ce qui peut arriver, et pourtant, on peut avoir accès à tout en passant par la clim. Voilà, il nous a pas menacé, mais il nous a promis que les gardes à vue, c'était pas un joli truc. Mais Alexandre, un conseil pour justement ne pas trop s'exposer et commencer par quelque chose de propre sur le plan juridique. Alors, je vais faire de la pub pour des camarades à moi, parce que justement, eux, c'est ce qu'il faut faire. C'est Gessina, c'est une foncière qui est connue, je crois. Enfin, j'en sais rien, mais je crois. Sur leur dernier projet, justement, ils ont mis tout le monde autour de la table dès le début. Ils ont demandé à une personne qui est IT à la base de s'occuper de toute la cyber. Et son job, c'était d'aller voir tous les métiers du chantier, mais tous, hein, avec une conscience cyber, en leur disant, bah écoute, toi qui fais tel truc, donne-moi tes risques, donne-moi tes précaux, comme ça. Et tout le projet a été suivi de cette manière. Même au niveau juridique, c'est vous dire, hein, même le fin fond de la boîte que les juridiques qui s'en occupaient. On était là au début, et c'est vraiment un beau projet que j'aime raconter, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire concrètement. Je dis pas qu'ils se feront jamais pirater, mais je dis qu'en tout cas, ils ont mis en place une personne. Ça coûte combien, une personne? Bon, ça coûte pas très cher. Une personne, pas plus, hein. Une personne qui a fait ça sur un projet qui dure 18 ou 24 mois, pas plus, qui a mobilisé tous les gens qui faisaient, 10-15 minutes par mois, pas plus non plus. Et franchement, ça donne à la fin un truc qui est canon et qui permet à Gessina d'aller sur le marché en disant, voilà, tel building qu'on a construit rue Capucine, pour ceux qui veulent aller voir, hein, répond vraiment aux normes cyber. Ben voilà déjà un exemple qui termine dans de bonnes conditions. On est passé de la dystopie à quelque chose qui ne devrait pas être utopique, mais qui devrait être vraiment du concret. Je vous propose, mesdames et messieurs, que nous en terminions là. Il est 30, on est parfaitement à l'heure. Et surtout d'applaudir nos intervenants. Merci à vous, chers amis et autres. Et vous voyez, le débat, il va falloir encore en reparler les prochaines années et remettre sur le métier. Bonne fin de salon à tous.